Victoire du Real Madrid en ce dimanche, 3-0 avec un Mbappé qui flop. Victoire hier soir du Barça, 2-1. En attendant le gros choc ce soir, Atlético Girona. J'aurais pu faire la vidéo après la rencontre, mais je me suis dit quand même non, on va quand même faire un bilan dès maintenant parce que ce sera un petit peu la nouvelle rubrique. Le nouveau concept de la chaîne YouTube. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de victoire. Je vous avais promis une analyse à froid parce que c'est pas souvent qu'on peut en faire. Là, on a kiffé la rencontre. On a eu du beau football, la victoire et tout ce qui allait avec. Donc, on connaît notre club. On sait que ce qui se passe aujourd'hui, forcément, demain, ça peut changer, ça peut chambouler. Donc, profitons pour l'instant. Comme je disais, on va commencer par le Real Madrid qui vient de gagner 3-0. Soulagement parce qu'après la défaite, le faux pas lors de la première journée, il devait absolument gagner encore plus à domicile face à une faible équipe de Valladolid. Cependant, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Charel, il y a une semaine de ça, est-ce que tu peux faire le débriefing du Real Madrid? Sauf qu'à l'époque, j'étais du coup en Turquie, en vacances. Là, je suis rentré, donc je voulais faire cette vidéo-là pour non seulement faire, évidemment, le débriefing du match du Real Madrid et aussi une espèce d'analyse à froid du Barça. Un bilan plus global du week-end avec le Barça et le match d'hier, une analyse à froid. Donc comme je disais, du coup, le Real Madrid qui prend les 3 points, malgré une victoire assez poussive. Le score 3-0 ne reflète absolument pas la performance du Real Madrid. J'ai envie de dire que ça ressemble avec en face un promu, un Valladolid qui vient de remonter en Liga. C'est vraiment le genre de victoire où tu te dis 0-0 à la pause et 3-0 en fin de match. Ça ressemble au match où tu as réussi à user ton adversaire. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Les changements ont fait du bien aussi au Real Madrid. Mais par contre, forcément, il faut parler du collectif du Real. Là, comment vous dire? Premier match, ils ont fait un partout. On a vu les lacunes collectives du Real Madrid. Les problèmes ont été identifiés très vite par tout le monde, par la terre entière. On a vu que le milieu de terrain, ça avait un problème. On a vu que les 3 attaquants, ça crée aussi un déséquilibre. Tout le monde l'a vu. Ensuite, on a vu un Carlo Ancelotti qui a dit en conférence de presse que les problèmes collectifs, le déséquilibre étaient flagrants et que les changements allaient être radicaux et qu'on allait forcément voir du changement très rapidement. On l'attendait forcément, sauf que ensuite Bellingham s'est blessé. Il sera absent 1 mois. Et là, ce match-là, j'ai pas envie de m'avancer, mais ce que tu as vu ce soir, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas seulement le problème des milieux de terrain et le fait d'avoir un Mbappé en attaque qui se marche dessus avec Vinicius. Il n'y a pas que ça comme problème dans le collectif du Real Madrid. On verra ce que Carlo Ancelotti va faire pour résoudre ce problème-là. Moi, quand j'ai vu Bellingham se blesser cette semaine, je me suis dit, bon, ça va être une grosse perte pour eux, c'est vrai. Pendant 1 mois, ils n'auront pas cette espèce de joueur qui faisait les efforts pour tout le monde. Au milieu de terrain, vu que maintenant Kroos est parti, techniquement ils ont aussi perdu. Kamavinga, il est absent. Tchouaméni, bon, techniquement on sait qu'il est très léger. J'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais c'est très léger. Arda Güler, c'est encore très jeune. Et tu vas pas demander à un mec comme lui de prendre le contrôle et de combler les lacunes techniques de l'équipe. C'est pas possible, mais aussi fort soit-il. Aussi fort soit-il, il est encore jeune. Il n'a pas la personnalité de Bellingham. Et il a un football qui est un petit peu trop fin en fait. Ça manque un petit peu de personnalité, on va dire. Donc je me suis dit que Bellingham, c'est vrai qu'il sera absent pendant un petit moment, mais ça pourrait permettre à Carlo Ancelotti de justement travailler un peu plus pour savoir ce qui ne va pas. Parce que Bellingham, il résolvait un petit peu tout seul en fait les problèmes. Sauf que là, en son absence, peut-être que ça obligera Ancelotti à savoir comment faire fonctionner cette équipe-là en fait. Et que quand il sera de retour, ce sera encore plus facile avec lui. Là, c'est le premier match et c'est encore pire en fait. Parce que c'est un promu, parce que c'était à domicile, donc ils n'ont rien proposé. Vous pouvez me dire, les supporters du Real Madrid, que certes, ils étaient en bloc bas, en défense, à 10 derrière. Mais c'est le football, c'est la Liga. On ne va pas attendre 2. Je le dis souvent ça aux supporters du Barça qui se plaignent souvent que oui, on joue face à des blocs bas et tout. Mais c'est à toi de trouver le moyen de faire sauter le verrou adverse en fait. C'est à toi de le faire. On sait qu'à la base, le Real Madrid, c'est pas une équipe qui a des facilités face aux équipes qui défendent très bas, comme toutes les équipes du monde. Et que même quand ils jouent face à une équipe comme Valladolid, qui parfois essaie de sortir un petit peu, dès qu'ils sortent un petit peu Valladolid, ou une petite équipe en face, et le Real Madrid, ils en profitent tout de suite. On a vu 2-3 occasions, des actions Mbappé essayer de prendre de la profondeur. Mbappé attendait, je vais m'occuper de lui, on va en parler, mais voilà, le Real Madrid, le nombre de ratés, de pertes de balles stupides, des dribbles tentés à contre-temps, même de la part de Vinicius, qui n'a pas été bon ce soir. Si en plus Vinicius n'est pas bon, dans les petits espaces, il ne te reste pas grand monde pour faire des différences quand tu es face à une équipe qui défend comme ça. Rodrigo joue juste
en général. Là, il a loupé une grosse occasion. À la fin, c'est que le talent qui parle. C'est évidemment Valverde qui change le match. Son coup franc, il est magnifique, hein. Il met une frappe de mule, même si elle est déviée. Je pense qu'en plus, s'il ne la dévie pas, le gardien est dessus. Donc voilà, c'est la chance, la réussite du champion, tout simplement. Champion de titre. Et ça change le match. À partir de là, comme on le voit très souvent, c'est un petit peu les scénarios qu'on voit en Coupe du Roi. 0-0 à la mi-temps. Et une fois que tu marques le but, après ça finit en 3, 4, 5-0. Pour l'équipe qui est favorite. Et comme je disais, Mbappé, quel match. Mais ça fait de la peine, hein. Ah, vraiment, là, Kylian, comment te dire, Boulard. Il va mettre du temps, je pense. Même s'il va marquer un ou deux buts qui lui feront du bien à la confiance, mais en plus il est sorti en fin de match. Tu sens que voilà, Ancelotti, il a vraiment forcé à le laisser le maximum de temps sur le terrain. Alors je pense vraiment qu'il mérite de sortir avant tout le monde, avant Rodrigo, c'est sûr. Donc il a quand même gardé pour essayer de lui donner un petit peu de confiance, qu'il marque ce petit but là. Il a eu, je crois, 2-3 situations. Un extérieur du pied qui met en touche et une autre action pareil où il met la tête. Bref, c'était compliqué pour Mbappé. Les appels de balles sont pas bons. Vraiment pas. Il joue en déviation. C'est compliqué de haut but. Il a du mal. C'est pas un numéro 9. Hein. Ah, c'est pas un numéro 9. Lui, vraiment, son poste, c'est second attaquant. On le sait tous. Comme CR7 et Messi en fin de carrière. Sauf que lui, là, il a 25 ans, 26 ans bientôt. Et tu sens qu'il a pas mal de lacunes. Et les combler, ça va lui prendre beaucoup de temps pour apprendre comment jouer face à ces équipes-là en Liga qui jouent vraiment très défensive, en tout cas les petites équipes. Là, t'es pas en Ligue 1, frère. Là, Mbappé, si tu dézones, si tu prends un petit peu de liberté comme tu avais en Ligue 1, bah tout de suite, ça crée bouchon avec Vinicius, des appels de balle en profondeur. Tu sens qu'il est pas à l'aise, donc un flop, hein, il souffre, Mbappé. Même le déchet technique aussi, hein, les contrôles, tu fais des centres, même en fait... vous savez, les centres, les passes fortes que tu te fais à un numéro 9, parce que si tu n'appuies pas ta passe, eh ben, il y aura un défenseur qui va la récupérer. Lui, on le fait ces passes-là. S'il est en pivot, Mbappé, ou s'il doit la dévier, tu sens qu'il n'est pas assez fin techniquement, donc ça finit par des contrôles approximatifs et tout. On en a vu plein. Je pense que là, au moment où je fais la vidéo, vous avez pu voir une ribambelle déjà de compilations qui tournent sur les réseaux sociaux sur son match. Ça ne m'étonnerait même pas. Mais ça va prendre du temps pour lui. Il va marquer des buts, hein, mais je pense que le nombre de buts qu'il marquera, ce ne sera pas forcément révélateur sur le niveau et... voilà, son aisance et comment il est intégré au collectif du Real Madrid. Il faudra vraiment voir dans le jeu s'il est libéré ou pas. Pour l'instant, il n'est pas du tout libéré, on le sent en fait. Tu sens qu'il n'est pas forcément à l'aise, la tête baissée, le regard, ça se voit, ça se sent, ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, ce sera au Barça de faire la course en tête le plus longtemps possible. Du coup, quand il est remplacé, on avait les entrants, Endrick qui rentre, le but incroyable aussi de Brahim Diaz, là on voit la passe qui fait 80 mètres, on voit les 3 buts, c'est pas forcément des actions collectives, c'est juste le talent individuel qui a fait la différence face du coup à l'intensité, face au bloc de Valladolid qui a continué à sombrer du coup au fil du match. Donc voilà pour le Real Madrid, on verra les prochains matchs. Là ils ont eu chaud, hein, que ce coup du sort, ce coup franc arrive. Au niveau collectif, c'est vraiment très compliqué pour eux. Tant qu'ils prennent les 3 points, on sait que le Real Madrid, eux, c'est avant tout le résultat. Et ils ont raison parce que c'est ce qui va amener la confiance nécessaire. Mais attention, ou plutôt j'espère qu'ils perdront des points en route. C'est possible quand tu vois justement le manque d'intention de l'équipe en face de Valladolid. Si tu mets une équipe en face, comme ce sera le cas lors du prochain match, de risques pris offensivement par les équipes adverses, et là justement tu peux leur faire du mal. Donc le Real Madrid qui reste à 2 points du Barça pour l'instant, malgré un Mbappé qui floppe et qui reste pour l'instant à 0 but. Ah oui, c'est pas les mêmes débuts que ceux de CR7 en 2009 quand il est arrivé au Real Madrid, loin de là. Pour l'instant, on n'est pas forcément surpris, hein, et on sait que ça ira mieux. On sait que dans les mois prochains, ça devrait aller mieux, mais ça va prendre du temps. Faut pas croire qu'il va, dès les prochains matchs, là, tout péter les scores. Il faut qu'il s'intègre. Et même s'il marque 1 ou 2 buts, un doublé, etc., moi, je vous dis hein, clairement que les chiffres, on s'en fout. Ce qui va compter, c'est comment il se comporte collectivement, s'il est à l'aise ou pas. Et pour l'instant, à ce poste de numéro 9, Mbappé, il n'est pas à l'aise du tout. On le sent, c'est pas son truc. Il apprend. Ça se sent parce qu'à chaque fois qu'il redescend un petit peu pour prendre un petit peu de vitesse et avoir le sens, le but devant lui, il est un peu plus à l'aise. Il y a eu 1 ou 2 actions où tu sens que le mec il prend de la vitesse et ça lui fait du bien. Mais sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc voilà pour le Real Madrid. Et maintenant, le Barça. Le Barça qui prend les 3 points. Ça fait du bien, tellement du bien d'enchaîner les victoires en attendant les résultats des rivaux. 2 matchs de victoire dans un contexte qui n'est pas facile, je le répète, c'est compliqué pour Hansi Flick, pour les joueurs, mais on voit un groupe qui commence à se former, une complicité à Hansi Flick respectée, une aura, un charisme, un leadership, plein de choses positives.
et une petite patte. Pour l'instant, une petite patte. Je vais rester mesuré, hein, les frères. On va rester calme. On connaît comment ça se passe, hein, dans le jeu du Barça. À chaque fois qu'un nouveau coach arrive, en général, hein, pas tout le temps, il y a des bonnes choses qui arrivent au début. Et ensuite, les premières difficultés arrivent et l'équipe a du mal à les surmonter. Donc pour l'instant, on profite. Tout le monde, pratiquement tout le monde a été unanime hier sur la performance du Barça. J'ai vu les consultants, les journalistes, les avis généraux qui ont dit que le Barça était intéressant. Mais on va rester mesuré. Il y a eu du positif et du négatif. Le Barça, c'est vrai, aurait pu gagner 3, 4, 5-1, c'est vrai. Mais attention, ce Barça dégage quelque chose. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo. Ce Barça a quelque chose. J'ai pas envie de m'avancer trop, mais on voit des choses intéressantes. Dans le jeu, malgré les absents, on voit des choses qui ont changé par rapport à l'an dernier, seulement là en 2 matchs de Liga. Ce sera confirmé, on en attend quand même beaucoup mieux parce que maintenant on aura un level d'exigence prochainement, pas pour l'instant, hein, mais on va avoir un gros niveau d'exigence avec ce Barça. Plus les matchs vont avancer et plus ce sera comme ça. C'est le football, tout simplement, c'est la règle. Dans 1 ou 2 mois, on aura plus d'exigence avec tout le monde, avec le coach, avec les joueurs, avec tout le monde. Là, les joueurs qui font un bon match, un match correct, hein, comme Ferran Torres hier, s'il me fait le même match dans 2 mois, par contre, ça m'ira pas. J'en parlais justement hier sur Twitter, des nombreuses, il y en a eu beaucoup, hein, des satisfactions du Barça hier, des joueurs qui ont fait un bon match. Je peux citer Rafinha, Pedri, Lewandowski, Baldé, Lamine Yamal, Koundé face à Nico Williams, Bernal aussi, j'en oublie peut-être Koubarsi. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait un vrai bon match, hein. Et quand tu cites, moi c'est mon dicton, hein, de dire que quand il y a au moins plus de 5, on va dire 6 joueurs, ça veut dire la moitié de l'équipe qui a fait un gros match. Là en l'occurrence, je pense que c'était facile 7 ou 8 comme je viens de le faire. Ça veut dire que clairement, il y a quelque chose qui se passe niveau collectif. C'est pas que individuel, c'est qu'il y a vraiment un collectif qui sort du lot. Une animation qui tourne bien au Barça. Et à l'inverse, hein, quand vous avez un match où le Barça fait n'importe quoi et que tu vois que justement, il y a 5 ou 6 joueurs qui font n'importe quoi, bah là, c'est que le problème n'est pas seulement individuel, mais plutôt collectif. Donc, comme je disais hier, on avait un Barça qui avait une grande variété d'attaques rapides, placées, en transition, on compte des coups de pied arrêtés. Ça m'a vraiment plu. Et il y a un truc que j'ai observé, enfin, en tout cas qu'on peut conclure depuis maintenant 2 matchs, hein, Valence et Bilbao, c'est que le Barça finit bien ses rencontres. En tout cas, les deuxièmes mi-temps sont meilleurs que les premières. Alors vous allez me dire, c'est un peu normal, tu montes en puissance au fil de la rencontre, tu t'adaptes un petit peu à l'adversaire. Il y a aussi la donnée du coach, hein, les petits ajustements tactiques faits par le coach à la mi-temps ou en cours de match, les changements qui aident aussi à ça, ça joue, c'est vrai. Mais quand même, est-ce que c'est pas aussi le fait que le Barça, version flic, imprime quand même une intensité qui fait mal à l'adversaire sur 90 minutes et que justement, on voit des équipes comme Valence à domicile en plus chez eux et Bilbao qui justement joue avec un football rempli d'efforts offensifs et défensifs aussi, une grosse solidarité. Mais pourtant, on voit ce Barça qui réussit à s'imposer progressivement au fil du match. Du coup, je pose ce débat-là. Est-ce que c'est pas ce Barça qui imprime ce football d'intensité où tu génères beaucoup de situations, où tu fais un gros pressing avec les attaquants Lewandowski, Rafinha et compagnie, qui fait qu'au bout d'un certain moment, l'adversaire justement, tu arrives progressivement à prendre le dessus sur lui? Pour moi, la réponse, elle est assez évidente. Il y a une deuxième chose qui m'a plu, c'est lié forcément, hein, c'est dans la gestion des temps faibles et temps forts du Barça. Il n'y a pas eu beaucoup de temps faibles, on va dire, hier face à Bilbao. Il y en a eu par contre face à Valence et le Barça a pris un but, a failli en prendre un deuxième. Barça a été là pour sauver l'affaire. Mais hier, en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est justement à 1 partout et à 2-1, le Barça était patient pour prendre l'avantage. Et surtout en fin de match, hein, rappelez-vous, il y a 1 an de ça, je pense que le Barça, il y a eu beaucoup de matchs 1-0, le Barça qui gagnait avec 1 but d'écart. Et à chaque fois, ce qu'on voyait, c'était un Barça qui, justement, en fin de rencontre, ne maîtrisait pas les choses, subissait. Et à la fin du match, quand l'arbitre sifflait la fin de la rencontre, on était tous soulagés que ça se termine parce que voilà, on sentait que le Barça était fébrile défensivement, que le Barça reculait, subissait et qu'il fallait absolument que le match se termine. Là, hier, à 2-1 en fin de match, tu sais que le Barça, même si le match dure encore 10-15 minutes de plus, on sent pas un Barça qui est en souffrance. On sent pas un Barça qui manque de maîtrise. On sent une équipe qui, même si elle ne pousse pas forcément pour mettre le 3-1, il n'y a pas eu d'occasion plus que avant le dernier quart d'heure, on va dire. On sent un Barça qui maîtrise son sujet. Et à aucun moment, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas eu cette espèce de psychose, de boule au ventre quand le match était sur le point de se terminer avec seulement un avantage de 2-1. Pourtant, en face, il n'y avait pas n'importe qui. Les frères Williams, sans oublier Ernesto Valverde qui fait des changements, qui fait entrer en cours de match
un attaquant en plus. Et pourtant, un Barça qui a été serein, notamment aidé grâce au changement de Hansi Flick qui fait entrer Eric Garcia en fin de rencontre, Lamine Yamal pour Victor. Tous les changements ont fait du bien justement à ce Barça-là en fin de rencontre tout simplement. Et troisième chose globale, avant de parler des joueurs en particulier dont je voulais parler, c'est évidemment tactiquement ce qu'on a vu hier comme mouvement. Ça, c'est vraiment... ouais, c'est rare de voir ça à côté Barça maintenant. Je pense que c'est comme ça qu'on voit que les joueurs prennent du plaisir, en fait. Là, je vois une équipe qui prend des joueurs, en tout cas, qui prennent du plaisir dans le jeu, qui font les efforts, qui prennent du plaisir à faire les efforts. On a vu Lamine Yamal qui n'a pas hésité une seule seconde à revenir défendre sur Nico Williams. On a vu les replis de Rafinha, de Pedri. Mais bon, le Pedri, on sait qu'il se dépense beaucoup quoi qu'il arrive. Ferran Torres, c'était pareil. Là, je parle du sans ballon, mais même avec ballon, hein, les appels de balle dans la profondeur de Rafinha sur tout le terrain en tant que numéro 10, il avait le choix, la liberté de le faire, il l'a fait. Vraiment, il a fait les efforts pour être disponible. De Pedri aussi, qui s'est projeté très souvent, notamment sur le deuxième but du Barça. Et ça se voit que Flick, non seulement il aime ce genre de joueur qui se dépense beaucoup, il le demande à ses joueurs. Et je pense que justement, il y a une espèce d'échange avec des joueurs qui se dépensent, avec des joueurs qui font les efforts pour le collectif et qui prennent du plaisir à le faire. Ça a créé de l'activité tout simplement et aussi des liens entre Lamine Yamal et Koundé, son latéral. Pareil à gauche avec Rafinha, enfin c'était plus Ferran Torres et Baldé, des permutations aussi. Ça, c'est hyper difficile dans le football, les frères. Pour tous ceux qui ont fait du football, vous savez à quel point c'est dur. Le fait de permuter, changer de position et que tout ça, tout le collectif reste équilibré, que ce soit complémentaire, c'est archi difficile dans le football. Soit c'est naturel, soit vous avez des liens, une affinité naturelle avec des joueurs, ça arrive aussi. Soit c'est travaillé, et dans ce cas-là, le travail, c'est hyper compliqué. On a vu ce qui se passe par exemple au Real Madrid aujourd'hui, avec, écoutez, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On les a vus, hein. Le premier match là où quand ils se marchaient dessus, les actions, on voyait Vinicius qui avait le ballon et Mbappé qui faisait un appel de balle exactement dans la zone et l'espace occupé par Vinicius. Donc du coup, il lui ramenait des joueurs avec lui, il lui proposait pas une solution. Tout ça, c'est des choses que tu vois qui pourraient travailler côté Real Madrid, qui vont mettre du temps à être travaillé, même si on parle de Mbappé et Vinicius. Donc ça demande du boulot, du travail à l'entraînement, encore plus quand vous avez des profils relativement similaires, à savoir des ailiers qui rentrent souvent dans l'axe ou des joueurs axiaux qui vont souvent sur l'aile. Je pense à Rafinha, Fermin Lopez, Ferran Torres et j'en passe, Pedri, bref. Beaucoup de milieux de terrain ou ailiers qui jouent à un poste dans une zone assez proche. Pour eux, ça peut être très difficile d'avoir cette complémentarité et pourtant, ils l'ont. En tout cas, c'est encourageant et le tout avec un nouveau système depuis seulement 2 matchs. Sans oublier Dani Olmo qui va arriver, j'espère, très prochainement. Donc, c'est encourageant. Voilà pour l'aspect collectif et maintenant individuel. Je voulais revenir sur quelques actions, sur les buts déjà et puis sur quelques joueurs dont on n'a pas forcément parlé et dont il faut parler parce qu'ils ont fait un gros match et voilà, on les oublie un petit peu trop, hein, les défenseurs ou les milieux de terrain. Donc c'est parti, je voulais parler déjà de Lamine Yamal. Donc, pour pas changer. Non, je plaisante. Je vais commencer par Koubarsi qui a fait un très beau match. Il y a une compilation qui traîne sur les réseaux sociaux où on le voit, ses relances qui ont été incroyables. Je l'ai partagé ce matin sur Twitter parce qu'elle correspond parfaitement à la déclaration de monsieur Ernesto Valverde après la rencontre quand il a dit que nous voulions empêcher le Barça de jouer en repartant de derrière, mais c'était presque impossible car Pau Koubarsi n'a pas raté une seule passe. Vous voyez les chiffres avec les statistiques des passes réussies, le pourcentage de passes réussies qui servent à rien du tout. Voilà, c'est une statistique qui ne veut pas dire grand chose. Là, en l'occurrence, Koubarsi, je vous invite à aller voir les vidéos. Ça s'appelle un film pornographique, ce qu'il a fait, c'est juste incroyable. Hein. Des passes qui cassent les lignes systématiquement, qui permettent la relance et qui sont données parfaitement au premier milieu relayeur du Barça. Ensuite, c'est hyper important. Là, Valverde, justement, il parle du fait que les passes de Koubarsi, en fait, elles étaient tellement parfaites que ça permettait au milieu de terrain du Barça de se retrouver dans les meilleures dispositions pour commencer et initier les attaques. Là, on ne parle pas du pressing sur Koubarsi, des attaquants de Bilbao. Vous connaissez Valverde, c'était pas du genre du tout à demander à ses attaquants de presser, loin de là. Là, on parle justement de ce qu'il allait faire au moment où les premiers relayeurs milieu de terrain, à savoir Bernal et Pedri en général, allaient recevoir le ballon. Là, à ce moment-là, son plan tactique, c'était vraiment de presser ces joueurs-là. Sauf que malheureusement,
il recevait les ballons parfaitement de la part de Koubarsi. Et quand tu es ensuite dans les meilleures dispositions pour te retourner, te contrôler parce que la passe elle est parfaite, ensuite tu peux démarrer et initier les actions. Même s'il y a un pressing sur toi, la passe est tellement parfaite qu'en fait les attaquants basques, ils n'avaient même pas le temps d'arriver sur le porteur du ballon au duel parce que ça est trop tard le mec. Il reçoit le ballon, il se retourne et il fait la passe assez vite. Donc pas le temps d'arriver sur les Bernal et Pedri parce qu'ils jouaient dans un fauteuil tout simplement. Il y a même une compilation aussi de Bernal qui tourne depuis hier soir où on le voit faire ses passes hier, des transversales où il oriente le jeu parfaitement. Comment ne pas parler, ou plutôt reparler de Rafinha qui a fait un match de porc hier, dans ce rôle de numéro 10. La presse en a parlé en plus ce matin, je crois que c'était sur Mundo Deportivo de mémoire, où justement ça parlait du fait que Rafinha, on le connaît, c'est un joueur qui met tellement d'intensité dans ses courses, dans ses gestes, dans ce qu'il fait, la débauche d'énergie, la disponibilité, il joue physiquement, il est grave au point, et j'en ai parlé. J'espère que quand même vous avez retenu ce que je vous avais dit sur le fait que Hansi Flick et Rafinha, on aurait peut-être une espèce d'idylle, parce que clairement ça correspond à ce que demande Hansi Flick. Je vous l'avais bien dit, et là on en parle justement grâce à un article de Mundo Deportivo qui comprend justement ce que je vous avais prédit et prévu. Maintenant je compte sur vous tous, mes abonnés qui me suivent fidèlement, pour continuer à observer Rafinha, ce qu'il fait de plus en plus maintenant que vous le savez. Hier il commence le match en étant le numéro 10, et ensuite quand Ferran Torres sort, il décale à gauche et on voit le même impact. C'est lui qui est à gauche sur le deuxième but du Barça. On l'a vu tirer les coups de pied arrêtés, dont un qui a failli la tête de Lewandowski sur le poteau, c'était lui qui l'a centré. On l'a vu redescendre en défense pour aider, pour soulager un petit peu la défense et la récupération. Il a mis un petit pont. On l'a vu combiner aussi avec Baldé, comme je disais, on l'a vu combiner avec Pedri, et même donner des ballons de but, un petit peu mal donné le ballon. Celui à Ferran Torres, un peu à contre-temps, je l'ai l'image là, celui à Ferran Torres, on le voit donner un ballon de numéro 10, ça c'est clairement les passes que Messi trouvait le moyen de donner dans le bon tempo avec un attaquant, souvent Suarez, qui n'était jamais hors jeu parce que la passe de Messi était parfaite. Là, Rafinha, c'est pas un numéro 10. Malheureusement, ça se voit un petit peu. Pareil sur l'action, la fameuse, où il y a le Barça en 3 contre 1, où il fait le mauvais choix parce que je pense que Pedri était la meilleure option. Ça, on voit que c'est pas un vrai numéro 10, on le sait. Mais il est tellement généreux que pour l'instant, là en août, on verra dans 1 mois, 2 mois, quand ce sera plus important. Pour l'instant, on pardonne parce qu'il a fait aussi de très belles choses. En parlant de coups de pied arrêtés, Pedri qui a été justement désigné pour les tirer, en tout cas par le flic, là il l'a fait sur le but de Lamine Yamal, parce que ça donnerait un peu plus de responsabilité à monsieur Pedri qui ne pourra plus se cacher comme parfois il a pu le faire. Alors il a fait un match incroyable, comme j'ai dit hier, il est sur les 2 buts. Le premier but, c'est lui qui fait le coup franc, qui repoussait sur Lamine Yamal. Je vais quand même revenir sur ce but-là, parce que déjà, moi, j'ai aimé le fait que ce soit Lamine Yamal qui soit à la retombée des deuxièmes ballons. Ça, c'est un truc que je pense qu'il travaille, qui est demandé par Flick. En gros, tu restes là, de la tête, t'es pas forcément très bon, mais tu vas rester un petit peu derrière la surface de réparation. Si jamais un ballon revient, tu pourras frapper. Là, c'est ce qu'il fait, en plus, Lamine Yamal, dans une zone, qu'on a déjà vu récemment, face à la France, et ce but incroyable. Sur le but, j'ai envie de dire que Nico Williams, il est très naïf, parce qu'il laisse tellement d'espace à Lamine Yamal, que là, moi, si c'est un joueur du Barça qui fait ça, moi, je pète un câble. Si Nico Williams, il vient à Barcelone et qui fait la même chose sur un joueur adverse, je lui en voudrais énormément, parce que vraiment, il lui laisse beaucoup trop d'espace pour s'organiser, pour se remettre sur son pied gauche, et surtout ne pas avoir un joueur devant lui pour contrer la frappe. Limite à croire que Nico Williams, il n'était pas là à l'Euro, alors qu'il était à, je sais pas moi, 20 mètres de Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal a fait danser à Adrien Rabiot, t'étais haut, frère. Enfin bon, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, mais bon, Lamine Yamal, quand je le vois comme ça, ça fait quand même ça spécial, on va l'appeler comme ça, c'est spécial. L'enroulé du gauche, apparemment, il en mettait plein en plus en catégorie jeune. Quand je le vois comme ça, ça me fait des palpitations. Je ressens, il y a un truc, des frissons qui me font sentir un petit peu comme je me sentais à l'époque d'un certain gaucher argentin, parce que c'est la même position, la même facilité dans le geste, le même relâchement avec les bras. C'est un truc que je kiffe voir. Sauf que Messi, il avait cette espèce de main droite qui mettait comme ça pour l'équilibre. Je sais pas si vous vous rappelez. Bref, des émotions qu'on n'a pas eues depuis un petit moment grâce à un gaucher du Barça. Mais je voulais quand même revenir sur le but de Lamine Yamal parce qu'on a oublié ce qui se passe juste avant en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça se passe au début de la rencontre. Justement, le tout premier ballon de Lamine Yamal. C'est ce dribble-là, en fait, sur Nico Williams, où il fait cette espèce de feinte de corps. Je fais un tour sur moi-même et je passe ensuite en longeant la ligne autour du joueur. Nico Williams, il a fait exactement la même, il y a une semaine de ça, lors du premier match de Liga. Et là, Lamine Yamal l'avait déjà fait aussi, rappelez-vous, au trophée Gamper,
face à Tottenham il y a 1 an de ça exactement. Bon, il l'a refait plusieurs fois aussi en Ligue 1, mais c'est pour redire que justement, au moment où Lamine Yamal fait ce dribble-là à Nico Williams, justement en début de rencontre, là, ça y est, dès le début du match, il lui est rentré dans la tête, dans le cerveau. Et je pense que c'est parce que justement, il y a ce dribble-là que plus tard ensuite, un quart d'heure après, sur le coup franc repoussé de Pedri, justement, là, on voit Nico Williams qui n'ose pas vraiment aller au duel avec Lamine Yamal, de peur, je pense, de se faire effacer une deuxième fois. Donc déjà, on voit l'intelligence de Lamine Yamal. On voit que justement, il connaît ses adversaires. En plus, il en a parlé en plus, comme par hasard. Il en a parlé après la rencontre en disant qu'il savait justement que Nico Williams ne défendait pas forcément avec beaucoup de conviction. Donc, il a cherché l'espace à prendre. Ça, c'est vraiment intelligent, le mec. Il a 17 piges, il comprend déjà les faiblesses. Après, il les connaît par cœur, c'est vrai. Ils se connaissent bien maintenant. Donc tu peux te dire que c'est plus facile. Mais quand même, hein, ça montre que justement, il connaît les forces et les faiblesses de l'adversaire qu'il a en face de lui. Déjà, identifier ça, être un tueur à son âge, c'est tellement important, les frères. Ça, c'est un truc qu'on t'apprend plus tard. En théorie, à 17 piges, tu t'amuses, tu veux un petit peu tester et tout. Là, il veut être un tueur. Il veut appuyer là où ça fait mal. Et ça montre aussi l'importance quand tu es ailier et un joueur qui dribble l'adversaire. Ça montre l'importance des premiers duels d'un match. Ceux qui vont conditionner la suite. On a tous fait du foot, hein. Et ceux qui ont joué à ce poste-là savent très bien de quoi je parle. Vraiment, les dribbleurs, ceux qui savent justement qu'il faut qu'ils prennent confiance en début de rencontre pour la suite et mettre de la pression sur l'adversaire, c'est hyper important, c'est même primordial. Donc voilà, merci Lamine pour le show. Et puis voilà, je crois que j'ai parlé de tout. Je voulais revenir sur les 2-3 performances de quelques joueurs, les actions qui m'ont interpellé en revoyant le match à froid. Donc voilà, le prochain match face à Vallecano qui sera une rencontre compliquée hein, parce que le Barça récemment a eu du mal à l'extérieur face à ce club-là. En plus, je crois qu'ils sont sur le point de faire venir James Rodriguez. Bon, je ne crois pas hein, face au Barça, mais quand même, on espère que voilà, le Barça sera au niveau. Une équipe, j'espère qu'il continuera à progresser dans le jeu. On en parlera parce que le match a lieu mardi en espérant aussi que Olmo soit de retour. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, du coup, on s'abonne les frères. Voilà. Bon dimanche à tous et rendez-vous très vite. Ciao.